Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Rien ne va plus entre le gouvernement et le front de gauche après l'abandon officiel de l'amnistie sociale qui devait profiter aux syndicalistes condamnés pour saccage. Le texte controversé était combattu par le patronat depuis son adoption grâce aux voix socialistes au Sénat. Débat dans le 19h avec Virginie Claes pour le PS, Yves Pozzo-di-Borgo pour les centristes, François Delapierre du Front de gauche et Éric Malenfer du MEDEF. Autre motif de tension à gauche, la loi découlant de l'accord paritaire sur l'emploi, dont le vote final a dû être repoussé à la mi-mai, c'est-à-dire après la manifestation à laquelle appelle Jean-Luc Mélenchon le 5 mai, calendrier que voulait éviter le gouvernement. Un tournant dans les institutions, annonce François Hollande lors du Conseil des ministres qui arrête un éventail de mesures pour une meilleure transparence de la vie politique. Rien n'allait déjà plus entre le gouvernement et le front de gauche. Les relations se sont encore aggravées aujourd'hui, donc après la volte-face sur l'amnistie sociale. Le texte adopté de justesse au Sénat il y a 2 mois a été officiellement repoussé par l'exécutif. Le patronat dénonçait un encouragement aux casseurs. Jérôme Rabier. Les sénateurs socialistes l'avaient voté le 27 février dernier, mais plus question désormais de faire adopter une amnistie sociale pour les délits syndicaux. Le texte ne passera probablement pas le cap de l'Assemblée nationale, les députés étant attentifs au mot d'ordre très clair du gouvernement. Le président de la République souhaite rappeler qu'il est hostile à toute forme d'amnistie. Le gouvernement souhaite que le respect de la loi républicaine soit une question de principe et qu'elle ne supporte aucune remise en cause, même au niveau de l'amnistie. Un gouvernement qui aurait toujours été opposé au texte, voilà l'argument avancé, mais vite contredit lorsque l'on réécoute les mots utilisés par la garde des Sceaux lors de l'adoption du texte au Sénat le 27 février dernier. Le gouvernement va donc écouter avec la plus grande attention et s'en remettre à la sagesse de votre Assemblée. Et je crois que nous faisons œuvre utile et surtout que nous faisons là œuvre de justice. Je vous remercie. Les sénateurs communistes l'avaient alors acclamé. Mais face au changement d'avis du gouvernement, l'ambiance était beaucoup plus tendue aujourd'hui. C'est une volte-face de la position gouvernementale. Aujourd'hui, la décision gouvernementale est incompréhensible et je peux vous dire qu'elle va être très mal comprise dans le pays. Et nous ne laisserons pas faire. Une occasion de plus pour le Front de gauche d'appeler à défiler le 5 mai. Mais même dans la majorité de la Haute Assemblée, des socialistes qui avaient voté le texte dénoncent une improvisation malvenue de la part du gouvernement. Et Jean-Vincent Placé, le chef de file des écologistes, juge la décision du gouvernement absurde, dit-il, éminemment critiquable. Pour corser le tout, le front de gauche reste furieux après le vote bloqué utilisé par le gouvernement pour faire adopter la loi sur la sécurisation de l'emploi, réunis dans le rejet de la procédure. Les communistes, donc les centristes et la droite, ont forcé aujourd'hui le report au 15 mai de l'adoption définitive d'un texte que Michel Sapin juge historique pour l'emploi. Joachim Rob. Tourner enfin la page mariage et se consacrer à l'emploi, c'était l'espoir de François Hollande. Aujourd'hui, plus que jamais, le rassemblement du pays doit se faire sur l'emploi, le redressement, la confiance. Le gouvernement espérait donc un vote définitif demain de la loi sur l'emploi, mais c'était sans compter sur la fronde des sénateurs ulcérés par le recours à un vote bloqué pour écourter les débats. Communistes en tête, ils ont décidé de reporter le scrutin au 14 mai. Quand on fait un vote bloqué, excusez-moi, ce n'est pas respecter le travail parlementaire. C'est décider brutalement qu'il n'y a plus de débat. Quelle que soit la position qu'on peut avoir sur les différents textes, il faut que le Parlement soit respecté, il faut que le débat parlementaire aille à son terme. 2 semaines de délai, a priori rien de grave, sauf que le gouvernement espérait faire passer cette loi avant les défilés syndicaux du 1er mai et la manifestation du Front de gauche le 5 mai. Je comprends que le gouvernement soit embarrassé. Il s'est mis lui-même dans la difficulté avec la volonté de passer en force au Sénat en n'écoutant pas suffisamment les débats et en prenant pas suffisamment le temps de la discussion. UMP, UDI, CRC et écologistes, 4 groupes ont voté ce report. Les socialistes connaissaient la position des communistes, mais regrettent que les écologistes aient rejoint la révolte. Moi, je trouve qu'il y a une incohérence absolue dans cette façon de fonctionner, parce que c'est pas le débat n'était pas en général sur le vote bloqué, mais là, concrètement, sur une loi qui doit vite rentrer en application, qui est la traduction d'un accord. Ce soir, l'Assemblée nationale examine la dernière version du texte avant son retour au Sénat dans 2 semaines.
On a vu donc que les difficultés s'accumulent entre le gouvernement et le Front de gauche, mais un autre couac fissure la gauche sénatoriale et présidentielle, avec cette fois la fronde d'un partenaire du PS, les radicaux de gauche. Leur groupe RDSE a rejeté en commission la réforme de l'élection des sénateurs. Explication de Delphine Girard. Cela sonne comme un avertissement. En votant contre la réforme du mode d'élection des sénateurs en commission, le groupe RDSE maintient la pression sur le gouvernement avant l'examen du texte en séance. Nous considérons qu'il n'est pas bon que chaque nouvelle majorité change systématiquement les modes de scrutin électoraux. En même temps, nous ne sommes pas favorables par principe au scrutin proportionnel, car nous sommes très attachés au lien de l'élu avec le territoire et les citoyens. Le projet de loi du gouvernement prévoit de modifier le mode de scrutin des sénatoriales dans 25 départements. Elles auront lieu à la proportionnelle dans les départements où sont élus 3 sénateurs ou plus. Objectif, empêcher une surreprésentation des communes rurales et favoriser la représentation des communes les plus peuplées. Mais avant cela, reste à trouver un terrain d'entente avec les radicaux de gauche qui ont encore rappelé ce matin qu'ils peuvent faire ou défaire une majorité au Sénat. Il faut que nous puissions reprendre les discussions avec le RDSE pour arriver à ce que ce texte puisse être voté de manière majoritaire au Sénat. C'est vrai que c'est un texte qui concerne l'élection des sénateurs. Il faudrait mieux quand même que le Sénat émette un vote favorable. Le texte sera examiné en séance le 14 mai prochain. Un nouveau rejet serait un véritable camouflet pour le gouvernement qui entend bien conserver le Sénat à gauche. Mais à plus d'1 an des élections sénatoriales, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Le chef de l'État et le gouvernement abattent leurs cartes pour la moralisation de la vie politique. Mesure d'interdiction des activités de conseil pour prévenir les conflits d'intérêts chez les parlementaires. Et puis après la transparence imposée aux ministres, eh bien, les députés, les sénateurs seront soumis à des obligations. Sur ce point, les réticences sont fortes chez les élus de droite comme de gauche. Aurélien Romano. Seule mesure forte sur laquelle l'Élysée est intransigeant, c'est-à-dire pas question que les parlementaires détricotent l'esprit du texte avec les amendements. Cette mesure, c'est l'obligation pour les parlementaires de déclarer leur patrimoine et d'y joindre une déclaration d'intérêt et d'activité. Ces déclarations seront faites auprès d'une haute autorité de la transparence qui sera créée. Sa mission, contrôler ces déclarations et entamer des poursuites si nécessaire. Mais le point noir reste donc la publication des déclarations. La droite y est opposée et une majorité de la gauche aussi. Au Sénat, le président de la commission des lois reste très prudent. Est-ce qu'il faut tout mettre sur la place publique? Ce n'est pas sûr. Parce que ça se discute, voilà. Et nous voulons en discuter. Nous allons procéder à des auditions, nous allons réfléchir ensemble. Mais il y a un point sur lequel nous sommes sûrs, nous allons beaucoup insister dans le débat parlementaire, c'est la nécessité du contrôle. Le contrôle des déclarations à l'entrée en fonction et à la fin du mandat, il semble y avoir unanimité sur cette question. Ce qu'attendent les Français, c'est pas tant la publicité des patrimoines des élus, ministres ou autres. Ce qu'ils attendent, c'est de savoir que ce qu'ils ont déclaré, il puisse y avoir un contrôle sur la façon dans laquelle ils ont constitué leur patrimoine. Ça, c'est parfaitement légitime et parfaitement normal. Et ce sur quoi il faut travailler avec beaucoup de précision, et c'est là qu'on peut discuter sur la procédure d'urgence qui est mise en place, c'est la notion de conflit d'intérêts. Le gouvernement a donc décidé d'être très prudent et renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions de cette publication des patrimoines. 2 autres mesures restent en suspens en raison d'un risque d'un rejet par le Conseil constitutionnel, la création d'un parquet fiscal sous la houlette d'un super procureur et le non-cumul de parlementaires avec une profession de conseil afin d'éviter les conflits d'intérêts. Et sur l'affaire Cahuzac et l'action du gouvernement, l'Assemblée nationale a créé aujourd'hui une commission d'enquête à la demande des centristes. Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, a été entendu au Sénat aujourd'hui par la commission d'enquête sur le dopage. Le contenu de son audition d'1 heure reste secret. Débat au Sénat ce soir sur l'immigration utile. De quels travailleurs a-t-on besoin malgré la crise? Avant un nouveau projet de loi cet été, Manuel Valls doit dévoiler les grandes orientations du gouvernement qui souhaite que la France reste une terre d'attractivité, notamment pour les étudiants étrangers. Alors qu'une simplification des procédures est envisagée, Faustine Saint-Geniès s'est rendue à la préfecture de Bobigny, totalement engorgée par les demandes de titres de séjour. 7h30 est déjà une file interminable. Ce matin, plusieurs centaines de personnes attendent à la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny pour renouveler leur titre de séjour. Et ici, pour pouvoir entrer, il faut venir de très bonne heure. Ici, pour avoir une place, où il faut venir tôt, aux environs de 21h pour dormir ici, où il faut arriver
entre 22h et 6h du matin pour avoir les premières, de la première à la 20e place. Dans cette foule, des étudiants, des salariés ou des chefs d'entreprise, tous perdent une journée pour venir ici. Ils déplorent une préfecture engorgée et surtout un manque d'organisation. Je viens faire l'accueil ici pendant 10 heures. En plus, dans des conditions en quelque sorte lamentables. On ne nous explique pas. Il n'y a même pas un bureau spécialement pour les étudiants. Les ressortissants étrangers disposent pour une grande majorité de titres de séjour annuels, comme cette étudiante en licence. Elle doit donc revenir tous les ans à la préfecture, une démarche qui crée un certain malaise. J'ai grandi ici, mais bon, voilà, je ne me sens pas intégrée du coup. Et il n'y a pas que ça, on est traité comme du bétail. Fini l'immigration choisie ou subie de la majorité précédente, on parle désormais d'immigration utile. Et pour attirer ces travailleurs et étudiants, le gouvernement veut créer des titres de séjour plus longs, 3 à 4 ans selon les cas, ou adaptés à la durée des cursus. Pour cet organisme, un titre de séjour pluriannuel, c'est également une meilleure intégration. Le titre de séjour conditionne l'ensemble de l'installation, de l'insertion dans la vraie vie. Et c'est ce que demande n'importe qui vient vivre dans un pays étranger. Le gouvernement a lancé un vaste débat autour de 12 grandes questions pour renforcer l'attractivité de la France. L'amnistie sociale, le gouvernement et le chef de l'État ont donc tranché contre la majorité de gauche qui s'était dégagée sur ce texte proposé par les communistes au Sénat il y a maintenant 2 mois. Avec nous donc, alors que la polémique repart de plus belle, Virginie Claes pour le PS, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Yves Pozzo-di-Borgo, sénateur centriste de Paris, François Delapierre, secrétaire national du Front de Gauche, et puis Éric Malenfer du MEDEF, administrateur du MEDEF Paris et président de J'Expertise. Merci à tous d'être là. On a envie tout de suite de vous interroger, Virginie Claes, puisqu'on se souvient de ce débat. Vous avez défendu ce texte au Sénat il y a 2 mois et on se souvient également de la phrase de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, dire qu'il s'agissait de faire œuvre de justice. Aujourd'hui, donc, changement de pied du gouvernement. Est-ce que vous le comprenez ? D'abord, à mon sens, on ne peut pas dire changement de pied. C'est pas un réel changement de pied dans la mesure où c'était un secret pour personne. Le gouvernement était de toute façon réticent. Il y avait des positions diverses sur le sujet. Donc, sauf la ministre de la Justice, alors. Oui, mais d'autres ministres étaient par contre déjà opposés. Donc ça avait été un très long travail. Et on parle toujours plus de ceux qui clivent, parce que forcément ça fait plus débat que de ceux qui rassemblent. Il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels la majorité de gauche au Sénat, et même parfois l'unanimité, c'était le cas ce matin en commission des lois sur une résolution européenne, mais ces sujets-là ne font que peu de bruit. Pour ce qui revient à revenir à celui qui fait aujourd'hui effectivement débat. Donc c'était un sujet clivant, c'était un sujet sur lequel tout le monde n'était pas d'accord. Vous-même d'ailleurs parlementaire, vous étiez embarrassé. Exactement, y compris au sein même de mon groupe politique. Donc moi, mon travail dans l'idée de faire œuvre de justice justement et de prendre en compte le contexte social extrêmement dur qu'on vit actuellement en France, a consisté à écouter tout le monde, tous les interlocuteurs, et à tenter de trouver un terrain d'entente qui, non pas ménage la chèvre et le chou, mais qui soit un terrain acceptable. C'est d'ailleurs ce qui avait été dit sur ce plateau. Je me rappelle des paroles de mon collègue de l'UMP qui était là, qui avait même utilisé la phrase, Virginie Claes a déminé le sujet. Donc voilà, c'était ce que j'avais fait. On était, me semblait-il, et semblait-il à la majorité du Sénat, arrivé à un équilibre. Alors vous vous sentez désavoué alors aujourd'hui? Non, pas désavoué. Je savais que l'équilibre était fragile. Je pense simplement que depuis ce mois de février, la situation, c'est vrai, en France a changé. Le ton s'est encore durci sur d'autres sujets. Donc le gouvernement qui hésitait... On va être explicite. Alors, vous faites peut-être référence aux manifestations contre le mariage gay qui se poursuivent, par exemple aux abords de l'Assemblée nationale. Et on entend là, par exemple, Manuel Valls dénoncer ces manifestations violentes de rue en disant qu'elles ne respectent pas la légalité républicaine. C'est ça qui a pu faire basculer le gouvernement, François Delapierre. Si c'est le cas, c'est triste d'abord parce qu'il n'y a aucun rapport. Il ne s'agit pas du même sujet. Et je ne vois pas, sous prétexte qu'il y a des manifestations de droite avec des débordements contre l'égalité, en faire payer à ceux qui, au contraire, ont défendu l'égalité, ont défendu... Avec aussi des débordements, puisqu'on parle de condamnation, là. Mais si vous voulez, quand on fait une loi d'amnistie, c'est un choix politique.
on considère, c'était ça l'état d'esprit, si on dit une loi de justice, c'est qu'on considère qu'il y a des gens qui ont été conduits par une situation qu'on a analysée, notamment absence de droits pour les salariés dans les entreprises, comportement absolument voyou, le terme a été utilisé, de fonds de pension, d'un certain nombre de patrons qui poussent à bout la situation. C'est cette analyse qui conduit à un moment donné à prendre une loi d'amnistie. Ça n'a rien à voir, c'est pas un point de vue sur délits visés, il faut quand même le préciser, donc c'était des délits passibles de moins de 5 ans de prison. Donc des saccages, des destructions volontaires. Et commis dans le cadre d'actions revendicatives, collectives. C'est pas un point de vue en général sur la violence. En général, on est tous contre la violence. Maintenant, on est dans une société où il y a des actes de violence qui se produisent et c'est à la représentation nationale de les gérer. Mais pour nous, ça a été vraiment un coup de Trafalgar et par ailleurs, c'est dans un contexte particulier. Il y a eu le contexte surtout qui a changé, c'est qu'il y a eu le coup de force du Parlement, enfin du gouvernement au Sénat avec le vote bloqué sur l'ANI. On a au même moment l'accord national sur l'emploi. Voilà, on a au même moment le recadrage des ministres qui s'opposent à l'austérité. On sent qu'on est rentré dans une phase. Ça apporte de l'eau à votre de la politique gouvernementale. Pas simplement. On va rester sur l'amnistie sociale. Ça satisfait le MEDEF une fois de plus sur ce sujet comme sur les autres. Il est représenté ici par Éric Mélenchon. Vous n'allez pas bouder votre plaisir. Écoutez, moi je boude mon plaisir quand on propose des textes comme ça. Parce qu'il y a un moyen d'exister pour les extrêmes, c'est la violence. C'est le seul moyen d'avoir une tribune. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous créons de la richesse. Créer de la richesse, c'est... Je vais juste... S'il vous plaît. On crée de la richesse, ce qui veut dire que grâce à ça, on crée de l'emploi. Alors, moi, en tout cas, si vous voulez, j'ai toujours créé de l'emploi. Mais je ne suis absolument pas respecté pour autant, puisque je suis insulté de la même façon par les sympathisants que vous essayez de monter contre, en fait, la force vive de la nation, qui est l'entreprise au sens large. Nous ne voulons pas de division, c'est justement tout le contraire. Si vous voulez, les délits, il faut bien se dire que c'est l'extorsion, le chantage, le détournement, le blanchiment. La seule limite avec le crime, c'est le montant. Mais ce n'est pas de la petite contravention. Donc il faut quand même comprendre ce qu'on est en train de dire aux Français. On était en train de vouloir dire et de discréditer les juges. Les juges ont jugé. Ce sont des actes pénaux. Donc ils sont trouvés, ce n'est pas du judiciaire, c'est du pénal. Il y a donc eu prise en compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. Les juges en ont tenu compte déjà. Donc les peines qui ont été prononcées ou qui sont prononcées tiennent déjà compte des circonstances. Alors dire maintenant aux juges, vous avez mal jugé, moi ça me paraît totalement... Est-ce que vous y voyez par ailleurs un encouragement à la casse sociale? C'était un des grands arguments du monsieur Dubourg. Oui, moi ce que je constate surtout, c'est que nous avons actuellement de 1300 à 1500 chômeurs par jour. Que c'est des souffrances, c'est des drames. Et que nous avons un gouvernement qui est au pouvoir depuis un an, qui nous a encombré l'Assemblée, le Sénat, par des textes, franchement, de société ou d'autre chose. Et qu'une des rares solutions qu'il avait trouvées, c'est de consulter dans un premier temps. On a vu la décision de la phrase de Mme Taubira, mais qui est terrible au ministre de la Justice, de faire une amnistie. Alors vous me direz, les socialistes et les communistes sont très, très sensibles aux amnisties, ceux qui avaient fait aussi l'amnistie des politiques en 89. Et moi je vois qu'en tant que parlementaire, je supporte encore cette image négative qu'on a eue à cause de l'amnistie des socialistes. Moi je comprends très bien la souffrance. Permettez, monsieur. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Chirac avait fait l'amnistie en 2002. Et moi je suis très bien, et je suis très... ce que je veux dire, simplement, ce que je veux dire simplement, et je comprends très bien, moi, que la colère des syndicalistes, mais nous avons un pays actuellement qui rentre dans un processus de violence. Nous avons un pays qui a été déséquilibré par l'ensemble de la tension qui est dans ce pays-là actuellement. Je suis très inquiet de la situation du pays à l'heure actuelle et que nous n'avons pas intérêt. C'est pour cela que moi je considère que le gouvernement, pour une fois, depuis qu'il est au pouvoir, a mis un peu de plomb dans sa tête d'arrêter ce texte-là. Ce n'est pas possible, si vous voulez, d'amnistier des délais. Je comprends, moi, je comprends la souffrance. Des fois j'en ai presque une émotion quand je vois la façon dont je vois ces chômeurs qui se battent entre eux, que je vois les gens de PSA, mais c'est une colère profonde. Mais je veux dire, on ne peut pas le faire contre l'équilibre naturel du droit des différentes instances de la société. Et ça, je crois que c'était une grosse erreur qu'a fait le Parti socialiste d'accepter ce texte-là à l'époque. C'était une grosse erreur de la part du gouvernement de ne pas avoir eu le courage, et Mme Taubira est profondément responsable, de ne pas avoir eu le courage de s'opposer à ce texte-là, d'avoir attendu la lecture en seconde lecture. Parce que ça a donné des espoirs. Je reconnais, aux syndicalistes, et là, c'est encore plus les insulter. Je considère que vraiment, le problème du chômage est un problème important, mais c'est pas comme cela qu'on pourra le régler. Si vous voulez, le problème d'un peu de la gauche, c'est qu'ils veulent s'occuper des chômeurs, et nous aussi. Mais nous, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs. Et on souhaiterait que le gouvernement fasse la même chose, qu'il fasse en sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs, qu'il prenne les bonnes mesures, parce que nous sommes dans un pays actuellement qui va s'effondrer. Je voudrais seulement
reprendre presque un petit peu le rôle que j'avais quand j'étais sur ce texte, d'apaisement des relations. Et je crois que si on veut apaiser les relations, il faut que chacun dise les choses telles qu'elles sont et réellement. On ne peut pas à la fois reprocher à ce texte d'avoir voulu amnistier des escroqueries, chantages, etc., comme vous l'avez dit, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu une erreur de retranscription, non pas via mon amendement, mais dans le texte initial. Je ne sais pas par qui, parce que le texte nous est arrivé au Sénat, effectivement, avec une erreur par rapport à la loi sur laquelle il s'appuyait. Voilà, il ne s'agissait que d'atteinte aux biens. Donc on ne peut pas dire qu'on voulait amnistier des escroqueries, parce que ça, c'est pas vrai. Donc il faut quand même dire les choses telles qu'elles étaient. Voilà. Ensuite, sur l'amnistie, il faut aussi quand même la ramener à sa juste mesure. Il s'agissait pas non plus, une amnistie, c'est pas un pardon total et global. Il s'agissait pas de laisser faire des dégâts sans qu'on paye les dégâts. L'amnistie, c'est le pardon pénal, c'est-à-dire que c'est qu'on efface du casier judiciaire ce qui y est. C'était ça l'idée. Et c'était un geste d'apaisement. Comme un geste d'encouragement. Non, je ne pense pas qu'on puisse le recevoir comme un geste d'encouragement. Si on disait les choses, non, mais ça c'est une illusion. Si on dit les choses réellement et telles qu'elles sont, ce n'est pas un encouragement. Mais écoutez, qui considère que c'est une mesure positive pour les entreprises. On ne peut pas considérer... D'apaisement, Si on dit les choses... Excusez-moi, seulement je veux juste aller jusqu'au bout. Si on dit vraiment les choses telles qu'elles sont, si on fait l'effort de pédagogie, ça ne peut pas être considéré comme un geste d'encouragement. Si on explique très clairement... Si vous faites des dégâts, vous les payerez quand même. Simplement, c'est la condamnation sur votre casier judiciaire qui ne vous poursuivra peut-être pas toute votre vie. C'était ça le geste d'apaisement. Bon, ceci étant, une fois de plus, je réitère, le contexte, il a changé. Le gouvernement ne fait pas un virage à 90 degrés, comme ça a été dit, mais pour moi, plutôt à 45 degrés, parce qu'il était hésitant. On était sur un équilibre métastable. Voilà. Je vous propose d'écouter un syndicaliste qui est en ligne avec nous, qui est aussi un élu du Front de gauche, d'ailleurs, François Delapierre, c'est Sébastien Miglior, de la CGT à Alès dans le Gard. Bonjour. Bonsoir. Alors vous avez été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, puisque vous êtes un élu, donc pour votre attitude lors des manifestations contre la réforme des retraites en 2010. Alors on vous a reproché des destructions de biens publics notamment. Tout à fait. Je crois que lors de ces manifestations, et aujourd'hui jusqu'en 2013, pendant 3 ans, je n'ai cessé d'aller au tribunal pour plusieurs affaires, des affaires souvent sans preuve, donc j'ai été relaxé plusieurs fois. Et aujourd'hui, tout s'est enchaîné puisque j'ai été condamné à 5 ans d'inéligibilité, 1 000 € d'amende, 100 € de dédommagement pour 9 CRS soi-disant blessés par un jet d'œuf. Et on n'arrive pas à comprendre encore avec l'avocate qu'est-ce qui a pu se passer, puisque lors de ce premier procès, j'avais été relaxé, faute de preuves, puisque j'ai jamais jeté ce jet d'œuf. Bon alors, quand on ne va pas reprendre toutes les circonstances, on n'était pas sur place. Hein. Enfin, les juges ont tranché. Vous estimez ne pas être sorti du cadre de votre action politique et syndicale? Mais je vais vous dire, je crois qu'aujourd'hui, le débat, c'est quoi? C'est est-ce qu'on veut vraiment la criminalisation de l'action syndicale? Et je crois que c'est dangereux pour notre démocratie dans notre pays. Je vous rappellerai que les syndicalistes, nous nous battons pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, la violence, elle est dans quel camp? Je vais vous le dire, moi, dans la violence, elle est dans quel camp? La violence, aujourd'hui, elle est dans le camp du patronat, qui engraisse les actionnaires en délocalisant les entreprises. La violence, c'est le texte de loi rédigé avec le patronat, que le gouvernement a présenté, et qui va passer et a encore amené de la précarité supplémentaire au salariés. C'est un texte qui a été également rédigé par les syndicats, en tous les cas par plusieurs d'entre eux, il faut le préciser. Ensuite, la violence, c'est l'extermination programmée de l'industrie en France avec la disparition de notre savoir-faire. Et les victimes dans tout ça, ce sont les milliers de salariés qui perdent leur emploi, dont nous, syndicalistes, nous faisons partie. Alors écoutez la réponse de M. Malenfer, qui est ici et qui appartit au MEDEF. Alors, ce qui est dommage, en fait, si vous voulez, c'est que... Quand vous entendez ce discours... Si vous voulez, vous avez des syndicats qui sont toujours... C'est incroyable, le fossé d'incompréhension, là. Ça fait des décennies, si vous voulez, qu'on est en train de tuer, effectivement, l'entreprise en France, avec des syndicats de pure opposition qui ne vivent que par l'opposition et jamais par la négociation. Qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise? Il faut arrêter de dire que les entreprises, il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, il est quotidien. Vous êtes un menteur, monsieur, excusez-moi. Mais dans des cas... C'est important de dire quelque chose comme ça, monsieur. Mais non, mais
vous êtes un mais ça va vous menteur. donner, ça va vous donner de Regardons l'importance, les c'est votre cas, mode de regardons fonctionnement. les cas qui se sont passés. Vous avez je prends par exemple l'exemple des Molex. Vous avez fait un fonds de pension états-unien qui organise la destruction de l'outil de travail, qui déménage les machines quand les ouvriers et que font les ouvriers? Ils protègent l'outil de travail. Dans toutes les luttes qu'on a vues. Est-ce que le menteur n'est pas Monsieur Mittal? Mittal a menti quand on lui a vendu Arcelor. Ni Monsieur Mittal, ni Mais Monsieur c'est Molex. ça dont on parle, monsieur. On ne parle pas de votre entreprise. Arrêtez de vous solidariser de ces grands patrons prédateurs, dont même Monsieur Sarkozy, qui pourtant était plutôt ami de votre camp, disait que c'était des patrons voyous. Alors, on écoute Il y a maintenant des la réponse. circonstances qui ont produit à un moment donné ces mobilisations. Vous ne savez pas qui est de mon camp. Déjà, donc je vous prierai, vous me dites Monsieur Sarkozy qui était de votre camp, quoi que ce soit, vous ne savez pas. Je n'ai ami des patrons en général. Vous avez dit de votre camp. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Et je ne suis pas un menteur. Ça, c'est quelque chose. Après, faut le traîner, si vous voulez, derrière. Moi, juste une chose. Je représente... Le MEDEF, c'est 90% de TPE et de PME. Alors c'est pas solidariser, si vous voulez, des affreux que vous essayez de décrire. Et les TPE, les PME sont toutes scandalisées par ce texte-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne voyez qu'une chose, c'est des tribunes sur des cas d'espèce. Moi, je vais vous dire une chose, qu'il y ait de temps en temps, et je vous rejoins, monsieur le sénateur, c'est dramatique quand on voit des personnes qui se retrouvent au chômage ou quoi que ce soit. On le partage. Quand je serre la main à mes gars tous les jours, j'ai qu'une envie, c'est que leur vie soit belle. J'ai envie demain d'embaucher plus. Il y a juste une chose. Quelquefois, qu'il y ait des emplois en moins, c'est pas grave si on en crée d'autres. Vos actions, elles font qu'en fait, quand une entreprise ne va pas bien, on est sûr de l'emmener au trou, alors qu'en fait, on pourrait la transformer en acceptant peut-être qu'il y ait quelques suppressions d'emplois pour pouvoir en faire quelque chose de positif. Donc, soyons dans quelque chose qui soit le dialogue, la négociation, la création de valeur, la création de richesse, la confiance. Arrêtez de dire que les patrons sont tous des menteurs, que les patrons sont inutiles. Sans patron, il n'y a pas de travail, sans salarié, il n'y a pas d'entreprise. Les personnes qui étaient concernées par cette amnistie, c'est quelques dizaines de personnes en France. C'est un principe déjà qui est très mauvais. C'est des gens qui sont concernés par des comportements auxquels ils n'ont à un moment donné. Vous croyez que c'est par plaisir ou que c'est prémédité? Ils n'ont pas de possibilité. Ils sont dans un mur et à un moment donné, il y a cette explosion de colère. Effectivement, une véritable Et responsabilité. effectivement, si vous voulez, il y a un problème dans ce pays de la manière dont les ouvriers et dont les salariés sont traités dans des entreprises qui n'ont pas de droit, dans lesquelles parfois ils ne savent même pas qui dirige Je pense qu'il n'y a pas la de boîte. salariés dans le monde aimeraient vivre en France. Non, monsieur, c'est votre vision des choses, monsieur. C'est ma vision, parce que j'ai le bonheur de Mais voyager. comprenez bien. Mais vous avez une vraie responsabilité. Et on laisse parler, monsieur Malenfer. Entraîner les salariés à avoir fait... Je crois qu'il a pu parler, monsieur Malenfer. Justement, je vais continuer avec plaisir. Entraîner les salariés à avoir des actions qui dépassent leurs droits. Ils sont protégés, ce sont des salariés protégés dans le cadre de leur action. Les salariés. Qui les entraîne, qui les pousse à faire des actions comme ça? Mais qu'est-ce que vous dites sur ces patrons qui se comportent comme ça? Je veux bien, vous dites, nous ne sommes pas pareils, ils ne sont pas représentatifs, ça n'est pas la majorité de nos adhérents. Mais qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez un mot pour dénoncer l'impunité des patrons voyous? Des gens qui polluent un sol, qui détruisent une région, qui s'en vont. Et la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de dire que ceux qui ont explosé à ce moment-là, on ne parle pas de gens qui ont fait des atteintes aux personnes, qui ont jeté un œuf ou fait un tag, il faut qu'ils aient sur eux la tâche infamante du casier judiciaire. C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, c'est pas une je comprends votre colère. On va terminer, il n'y a plus de temps. Là, actuellement, nous sommes dans un combat, mais vraiment de survie, qui est l'affaire contre le chômage. Et si on pouvait, du côté du patronat, du côté des syndicats, se mettre un peu d'accord, faire chacun de son côté, comme cet accord qui est proposé. Nous, les centristes, nous l'avons voté. Parce qu'on s'est dit, au moins, les patrons, comme les syndicats, même si tous ne sont pas votés, sont mis d'accord. C'est la priorité des priorités, lutter contre le chômage. On aimerait bien que le président nous empêche d'encombrer le Parlement avec tous ces textes, s'occupe que de ça. C'est la priorité des priorités. C'est clairement notre priorité. Il faut effectivement, je pense, et c'était vraiment ce que j'avais tenté de faire quand je travaillais sur ce texte, sortir des caricatures, retourner sur le dialogue apaisé. Et je pense qu'il faut rester sur ce dialogue apaisé. On a tous notre raison d'être ici. Et juste un mot, c'est pas le gouvernement, entre guillemets, qui fait la pluie ou le beau temps, c'est quand même l'Assemblée nationale qui va voter ou pas voter le texte. C'est le 16 mai, et entre-temps, il y a le 1er mai et le 5 mai. Ça tombe bien pour vous, hein, ça vous permet de mobiliser. Qu'elle ne dérape pas, s'il vous plaît, par mais elle ne pitié. dérapera pas, madame, pourquoi? Nous n'organisons jamais de manifestation qui dérape. C'est un vœu que j'aimais. Ne faites pas d'amalgame. Alors on retient. Pas de dérapage le 5 mai. Et ne faites pas peur aux Français qui savent encore manifester pacifiquement. Merci. Je ne fais pas d'amalgame, c'est vous qui en faites un. Merci à tous les quatre d'avoir accepté ce dialogue. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir et à demain à 19h. I just had a meeting with my economic team and start establishing a foundation for long-term economic growth.
That involves making investments on healthcare and energy and education. Les Américains voyaient en lui l'espoir d'un nouveau souffle pour leur pays. Le réalisateur William Carell fait le récit de ses 4 années au pouvoir, avec ses erreurs, ses faiblesses, dans une Amérique en crise. Ils ne savaient pas à ce moment-là à quel point l'économie s'était effondrée. Personne n'aurait pu le prévoir. C'était vraiment sans précédent. Plongé dans les coulisses du pouvoir avec le premier président noir des États-Unis, Barack Obama au cœur de la Maison-Blanche, dimanche à 9 h sur Public Sénat.